Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 3, étape qui a été très calme pendant une grande partie de la journée. Ensuite ça s'est un petit peu excité, je dirais dans les 30 derniers kilomètres, et encore il a vraiment fallu attendre les 15 derniers kilomètres où là c'était très nerveux. C'est toujours un petit peu comme ça quand on a des journées où ça roule pas très fort. On va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les coureurs au top, les flops, et puis on parlera du contre-la-montre de cet après-midi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape. N'hésitez pas à réagir également sur le déclassement de Bennett et Groenewegen. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout qu'en ce moment les horaires sont inhabituels. Encore une fois, je ne suis pas chez moi. Et puis vous pouvez, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super thanks. Et puis allez voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Google, Amazon. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, même si en ce moment c'est très calme. Comme cette étape qui était très calme, il ne s'est pas passé grand chose pendant 180 km quasiment, à part des chutes, notamment une chute où il y a eu Julien Alaphilippe. J'ai l'impression que Julien Alaphilippe, c'est comme dans ces soap opéras, il n'a jamais le droit au bonheur. Vous savez, ces séries de soap opéra où le personnage principal lui arrive toujours une merde à la fin de l'épisode. Bah, c'est un petit peu pareil avec Julien Alaphilippe depuis quelques temps, parce que là il tombe, bon, sans gravité semble-t-il, mais c'est quand même encore une chute sur le côté gauche de la route. Il tombe dans l'herbe. Ça a été par contre un peu moins fun pour André Zeitz, qui lui a dû abandonner. Et puis il y a eu d'autres chutes, notamment Van Sevenent, 2 fois dans des chutes. Et puis pour Julien, ça n'a quand même pas été une journée câble. Obligé voilà, de repasser par les stands, j'ai envie de dire, pour changer de vélo. Ça c'est de la Formule 1. La Formule 1, je ferai la vidéo demain, je précise. Je ferai la vidéo jeudi du débrief du Grand Prix. On parlera également peut-être dans une autre vidéo des 24 heures du Mans. Mais du début de ces 24 heures du Mans, du centenaire des 24 heures du Mans. Mais c'est vrai que ça a été une étape où il ne s'est pas passé grand-chose. Et dans le final, c'était très nerveux, mais c'est toujours comme ça. On le sait, dans ces fameuses journées où il ne se passe pas grand-chose, où les 3/4 de l'étape sont très calmes, eh bien quand d'un coup, ça commence à s'exciter, le rythme commence à augmenter, ça peut devenir assez dangereux dans ce genre de situation. Heureusement, on a évité, je pense, des situations trop graves. Et puis, il y a eu le déclassement de Bennett et Groenewegen dans le sprint et cette victoire de Christophe Laporte. Mais on va revenir sur tout ça dès maintenant avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Christophe Laporte. Victoire très importante, je pense, pour Christophe, mais qui, je trouve que beaucoup, en fait, depuis que Christophe Laporte est arrivé chez Jumbo, je trouve que beaucoup de gens sont surpris par son niveau de performance, alors que chez Cofidis, il arrivait déjà à faire des grandes performances, même si c'était un peu plus irrégulier. Mais chez Cofidis, il était assez mal entouré. Il n'avait pas de train, il était souvent obligé de se débrouiller seul. C'était moins bien organisé, j'ai envie de dire, qu'aujourd'hui autour de Brian Cocard. Et il arrivait déjà à faire des choses très intéressantes. Quand il fait deuxième derrière Arnaud Démare en 3e semaine de Tour de France, je peux vous dire qu'il n'est pas super bien accompagné. Donc, moi, j'étais pas surpris de son niveau de performance. Moi, j'avais dit la dernière année où il était chez Cofidis, quand tu lui donnes les clés du camion, il sait quoi en faire. Chez Jumbo, la différence avec la Cofidis, c'est qu'on lui donne les clés du camion depuis le début quasiment, à part quand il y a Van Aert. Et encore, Van Aert, des fois, lui donne des victoires. Mais on lui donne les clés du camion. Avant, on ne lui donnait pas les clés du camion. C'était très rare où c'était le leader unique, où il était bien entouré, on lui faisait le job. Là, Laporte aujourd'hui, sur cette étape-là, pourquoi c'est important? Parce que à la fois, il a montré qu'il était fort, mais à la fois, il a montré qu'il était fort seul. Il a eu un petit coup de chance à un moment, c'est que la porte s'ouvre devant lui. À 350 mètres, vous avez la porte, ou 300 mètres, même quand on commence à lancer le sprint, ça commence à se dégager de plus en plus vers le milieu de la route. Lui, ça commence à s'ouvrir parce qu'il était le long des balustrades jusqu'à ce moment-là. Il ne trouvait pas la solution
Christophe Laporte, il aurait pu finir aujourd'hui 10e de l'étape sans jamais trouver l'ouverture. Sauf qu'à ce moment-là, ça s'ouvre. Et il a su en profiter. Et puis Laporte, il est capable de faire des sprints de plus de 200 mètres. Il est plus explosif, je pense, qu'à l'époque de la Cofidis quand même. Il a progressé là-dessus. Et puis, il est en confiance aussi. Quand un sprinter a en confiance, je le dis toujours, un sprinter, c'est comme un attaquant au foot. Son objectif, ça marche un peu de la même manière mentalement. C'est-à-dire qu'un attaquant au foot, son objectif, c'est de marquer des buts. C'est pas forcément que son équipe joue collectif ou tant. L'objectif, c'est de marquer des buts. Voilà. C'est son objectif, l'attaquant, le renard des surfaces. Pareil pour le sprinter. L'objectif du sprinter, c'est d'aller claquer des victoires. C'est pas de faire 5e ou 6e. C'est pas forcément l'objectif principal d'un sprinter. Et Laporte, il est en confiance. C'est un type de coureur qui doit être en confiance pour performer. Il faut être en confiance pour prendre les risques suffisants sur le vélo, ne pas trop en faire, mais en faire un petit peu. Et là, c'est ce qu'a très bien fait Laporte. Il a pris suffisamment de risques pour trouver des ouvertures et frotter un petit peu et pas être 15e à l'entame du sprint. Et en même temps, il n'a pas pris trop de risques pour se faire déclasser. Et Laporte, il a été très fort là-dessus. Et surtout, c'est un sprint qui est très important pour Jumbo. Il s'est débrouillé tout seul. C'est-à-dire qu'à 2 km de l'arrivée, il y avait encore Vingegaard. Ils s'écartent tous à ce moment-là parce qu'ils voient que c'est un peu la foire d'empoigne et que ça va être trop risqué pour Vingegaard. Donc Vingegaard et ses équipiers décident de s'écarter. Ils laissent Laporte tout seul. Laporte, sur les 2 derniers kilomètres, il n'a pas d'équipier. Donc certes, il a de la chance à un moment que la porte s'ouvre, mais avant d'avoir ce petit coup de chance, il faut frotter, il faut se bagarrer. Et ça, il l'a très bien fait, il a très bien manœuvré dans le peloton, alors que c'était pas forcément tout le temps le meilleur coureur pour frotter. Peut-être chez Jumbo, il a progressé aussi dans ce domaine-là. Il a progressé dans l'explosivité, il a progressé dans la manière de frotter. Donc 2e victoire, 3 victoires en 3 jours pour les Français, c'était pas arrivé depuis 58. Et bon, sur le contre-la-montre, ça devrait être un peu plus compliqué pour les Français, quoique c'est quand même pas un contre-la-montre tout plat pour un Julien Alaphilippe. On sait qu'il a quelques qualités dans ce domaine-là, mais ça avec Vingegaard semble au-dessus du lot, vu ce qu'il a montré notamment lors de la première étape. On passe à Milan, et lors de la 2e étape aussi. On passe à Milan Menten, 2e coureur au top. Je voulais parler de Milan Menten, qui finit 3e. Alors derrière Trentin, qui fait encore une placette. Trentin, il fait pas mal de placettes quand même cette saison, quand on lui donne les clés du camion du côté du AE. Mais Menten, du côté de cette 3e place, avec le déclassement des deux devant, c'est un très bon résultat pour Milan Menten, et encore un bon résultat pour la Lotto Destiny. Depuis le début de saison, la Lotto Destiny, il marque des points très régulièrement. Et je pense qu'ils ont compris l'erreur qu'ils ont fait sur la précédente période de classification au World Tour 2e division, donc sur la période 2020-2022, où ils ont quand même attendu la dernière année vraiment pour marquer des points. Il y a des années où vous avez marqué très peu de points au niveau UCI, et ça leur a coûté très cher parce qu'ils ont commencé l'année avec énormément de retard par rapport à Israël, mais par rapport aux équipes qui n'étaient pas dans la zone rouge. Et c'est un retard qu'ils n'ont jamais en fait réussi à récupérer. Et donc ils ont compris qu'il fallait être plus régulier dans le fait de marquer des points. C'est aussi pour ça qu'ils ont recruté Milan Menten. Je pense que Milan Menten, c'était une bonne recrue parce qu'il avait montré déjà des bonnes choses chez Bingol. Mais il lui fallait une équipe un peu plus grande pour progresser. Et je pense que l'Auto Destiny était vraiment le bon endroit. Il y avait peut-être Arkea et l'Auto Destiny pour lui. Donc il a fait un bon choix. Des fois on fait des choix d'un côté en réfléchissant qu'à l'argent. Des fois on fait des choix en réfléchissant également à la suite de sa carrière. C'est ce qu'a fait Milan Menten. Et je trouve ce qui est bien avec Menten, c'est que c'est un sprinter qui est assez régulier quand même depuis le début de saison en termes de performance. Quand on regarde Menten, donc là il est 3e de cette étape du Dauphiné, mais il a fait également des résultats sur les boucles de la Mayenne. Il a été présent également sur 2 étapes du Tour de Romandie, sur les 2 sprints. Il est dans le top 5, top 10 sur le Tour de Catalogne sur 2 sprints. La victoire sur le Samin, 7e du Grand Prix de Denain. Il gagne pas forcément énormément parce qu'il a 2 victoires dans sa carrière.
le Samin, une étape de la Croix Race. Par contre, il est sacrément régulier quand même, Milan Menton, et c'est ce qui fait un moment la différence. C'est, même si un sprinter, ça doit performer, ça doit gagner, je pense au bout d'un moment, mais c'est un coureur qui sait être régulier, et pour la Lotto qui doit marquer des points régulièrement, surtout au niveau des sprints, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils aient énormément de gens en montagne, eh bien, le fait qu'un Milan Menton marque des points, c'est très important. Et du côté de la Lotto, on se retrouve être bien classé. La Lotto, pour le moment, ils sont 10e au classement UCI, donc ils sont assez largement en avance sur le temps de passage pour revenir en World Tour dans les années à venir. Donc c'est vraiment bien ce que fait cette formation. On n'a pas de nouvelles par contre d'Alex Segart, qui est suspendu, qui était suspendu. Alors là, il a joué, il a été sur la Nation Grand Prix, Arlen Nation Grand Prix en Pologne, mais il était un moment suspendu du fait qu'il avait été pris avec des produits, avec des produits un peu dopants, et lui, il va faire le Giro Next Generation, le Giro Ciclisto d'Italia. Donc avec les équipes U23, ça sera à partir du 11 juin, donc c'est la semaine prochaine que ça commence. Parmi les équipes françaises, il y aura la Groupama avec Thibaut Gruel notamment. Il y aura qui d'autre? Il y aura la Soudal Quick Step Development, la Colpack. Voilà, il y aura pas mal d'équipes de développement. La Tudor également avec Mathis Rondel, le français. Martinelli également sur la Green Project Bardiani, qui en aura d'autres. Chez Holo, c'est pas très dingue, mais voilà, on aura pas mal de jeunes Italiens, bien entendu, qui seront là, et puis des équipes comme la G2R et autres qui seront là pour montrer ce qu'elles valent, ces équipes continentales. Alexis Fort-Prost également, du côté de Circus, l'équipe de développement d'Intermarché. On poursuit. J'avais mis un dernier coureur au top, Berceto Bayer, 6e aujourd'hui. Il était déjà 11e de la première étape, mais 6e aujourd'hui. Quand hier tu fais le forcing pour tenter de faire la différence, tu tentes d'animer la course, et c'est plutôt pas mal. Et puis quand même Axel Zingler, Michels, Aberasturi qui est assez absent, mais c'est un peu le cas depuis qu'il est chez Trek, Aberasturi. Mais voilà, c'est un bon résultat pour lui, pour Tobias Bayer, donc belle performance. On passe au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec les déclassés, Bennett et Groenewegen. Pour moi, c'est totalement justifié, les deux déclassements. Alors Bennett, de toute façon, il ne faut pas être aveugle, il se décale complètement sur la droite de la route, un sprint complètement irrégulier de la part de Sam Bennett au niveau de la trajectoire. Moi, je pense en plus qu'il le sait, qu'il change de trajectoire. Moi, je pense que c'est fait exprès parce qu'il voit bien que Van Poppel le lâche quand même tôt. Il voit bien que Van Poppel, il va le lâcher aux 250 mètres, il sait que ça ne va pas tenir, Bennett. Donc il se dit, comme je sais que j'ai été lâché trop tôt, que ça ne va pas tenir, je vais tenter un petit coup, voilà, et puis voir si ça passe ou si ça passe pas. Sauf que ça, il y a 5-6 ans, je pense qu'il n'était pas déclassé. Je pense qu'il n'est pas déclassé sur toutes les courses non plus, Bennett, en faisant cette trajectoire-là, même si on sait que les commissaires sur ce genre de changement de trajectoire sont un peu plus sévères maintenant. Mais je pense qu'il y a 5-6 ans, ça passait. À partir du moment où il n'y avait pas de gros contact avec un autre coureur, là, c'est pas passé. Et puis en plus, vous avez Groenewegen qui le montre bien du doigt, on va dire. Donc les commissaires regardent un peu plus dans ce genre de situation. Mais Bennett a un sprint qui est complètement irrégulier, voilà, il part complètement sur la droite. Et du côté de Groenewegen, j'ai vu certains disaient mais je comprends pas pourquoi Groenewegen il est déclassé. Il disait je comprends pas, je trouve que c'est plutôt la victime dans l'affaire. Groenewegen il est déclassé pas à cause de George Bennett, il est déclassé à cause du coureur de la Bahreïn. Quand on regarde sur les images par hélico, vous avez un moment les deux qui sont Groenewegen, il est avec Govkar. Govkar ne peut pas lancer son sprint, il est gêné
par Groenewegen. On le voit, il déraille, enfin il perd le contrôle de son vélo, il déraille pas mais il perd le contrôle de son vélo à cause d'un contact avec Groenewegen. Et donc c'est pour ça que Groenewegen a été déclassé, c'est suite à ce contact-là, plus que l'action de Sam Bennett ou le geste d'humeur qu'il a eu à l'arrivée par rapport à Sam Bennett, puisqu'on sait que des fois les gestes d'humeur, bon, ça met en exergue certains coureurs, mais ça ne plaît pas toujours aux commissaires, qu'on leur force un petit peu la main. Et puis en plus, Groenewegen, bon, bah, il est un petit peu dans l'œil du cyclone, ça fait partie de ces sprinteurs comme Boigny, qui depuis l'accident avec Jacobson est un peu plus dans l'œil du cyclone, donc un peu plus surveillé, donc forcément un peu plus souvent déclassé. Mais là, pour moi, le déclassement est justifié avec le contact avec Govkar. Moi, vous savez, je suis plutôt sévère au niveau des sprints, c'est qu'à partir pour moi qu'il y a contact ou qu'un coureur est gêné par un autre dans un sprint, à partir de ce moment-là, pour moi, le coureur qui gêne ou le coureur qui crée le contact doit être déclassé. Donc pour moi, on a été réactif sur cette action-là du côté de Groenewegen. Bien entendu, pour les deux, c'est dommageable parce que Groenewegen, il n'a pas gagné tant que ça depuis le début de saison. Et puis Bennett, un petit peu pareil. C'est des coureurs qui ne sont pas forcément les plus victorieux. On est un peu sur deux coureurs aussi qui sont un peu dans la même situation, c'est-à-dire ils ont connu une grosse période de domination, que ce soit Bennett ou Groenewegen, ils ont été à une époque très très forts. Ils sont un peu moins prolifiques maintenant, c'est pas toujours facile à gérer, c'est pas toujours facile de se relancer. Donc ils sont un petit peu dans la même situation au niveau de leur carrière, je trouve, Bennett et Groenewegen. Deuxième flop, bah, c'est Jorgensen. Hein. La chute, il semblerait que ça lui ait coûté quand même un petit peu cher. Alors on aurait pu parler de Van Sumeren, c'est vrai que deux chutes dans la même journée sur une journée aussi calme. Mais j'ai envie de te dire que Van Sumeren, c'est un petit peu comme la Tour. Ils ne sont pas forcément les plus grands techniciens sur un vélo. Mais du côté de Jorgensen, là aussi, hein, pas mal de chutes quand même déjà dans sa carrière à Jorgensen. C'est un domaine dans lequel il devrait travailler la technique sur le vélo du côté de Jorgensen, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui a du mal, qui fait pas mal de chutes. Là, c'est vrai que la chute, bon, il y a beaucoup de coureurs qui sont victimes de cette chute, hein, Alaphilippe notamment, des coureurs qui étaient bien placés. Pas de chance pour lui, c'est qu'il a l'air de s'être fait mal parce qu'il a fini l'étape, certes, dans le temps du leader, dans le temps du vainqueur, mais il était quand même plutôt à l'arrière et plutôt en difficulté quand le rythme s'accélérait à certains moments. Donc on va voir comment ça va se passer pour Jorgensen. Il y aura un test, hein, c'est cet après-midi avec le contre-la-montre pour voir s'il est en forme ou pas. Et puis je termine avec Ethan Vermeulen. Dommage, Ethan Vermeulen, voilà, il n'a pas réussi à être dans le top 10 de l'étape. C'est pas forcément le coureur qui se frotte le mieux, Ethan Vermeulen. C'est un sprinter. Il me fait penser un petit peu à Degenkolb en début de carrière, Vermeulen. C'est pas forcément le coureur qui passe le mieux les bosses. C'est pas un Matthews, mais il passe quand même plutôt bien les bosses. Par contre, c'est pas le coureur qui frotte le mieux. C'est avec Degenkolb dans ses premières années de carrière, notamment quand il était au tout début chez Giant, qui s'appelait à l'époque One Team for Ride, peut-être Skill même. Il était peut-être déjà quand ça s'appelait Skill. Je me souviens que Degenkolb, des fois, quand ça frottait dur, il avait du mal. Il fallait qu'il se fasse parfois un petit peu violence. Vermeulen, c'est un domaine dans lequel il doit travailler. Après, parfois, vous êtes rapide, mais quand vous n'êtes pas à l'aise, c'est pareil pour Axel Zingli. Hein. Axel Zingli, il n'est pas toujours à l'aise dans ce genre de conditions. Parfois, c'est compliqué, après un derrière, de frotter. Si on ne le sent pas, je préférerais presque la situation de Vermeulen. C'est-à-dire qu'on ne frotte pas, même si on rate des victoires, plutôt que des mecs qui ne savent pas frotter et qui vont quand même tenter d'aller au charbon sans maîtriser complètement leur vélo, où là, ça peut être une catastrophe. Bon, on regarde le contre-la-montre de cet après-midi. Contre-la-montre de cet après-midi, vous le voyez, entre Cours et Belmont de la Loire. Une montée au programme en début de journée, c'est le col de la Croix couverte, 2 km 2 à 4,7 de moyenne. Ensuite, on a 2 points intermédiaires à Mars et Saint-Denis de Cabane, avant l'arrivée vers Belmont de la Loire, 31 km, c'est plus long que sur le Tour de France, ça sera quand même un contre-la-montre où je pense qu'on sera aux alentours des 40 minutes, peut-être d'effort, avec ce col de la Croix, même si c'est roulant, il y a quand même 2 km de montée, et puis la fin, hein, les 10 derniers kilomètres sont en prise, on est en faux plat montant, on va prendre 200 mètres en 10 km, enfin un peu plus, en 12 km, entre le point intermédiaire de Saint-Denis-Cabane et Belmont de la Loire. Vous avez 200 mètres pris en altitude sur 10 km, ça veut dire qu'on va être en prise, ça veut dire qu'il faudra relancer, ça sera un contre-la-montre qui sera pas forcément évident pour tous les coureurs. Alors parmi
horaires de départ, hein, là vous les voyez tous. Alors vous voyez que Mantis partira tôt, comme Landa aussi, hein, qui partiront vers 15h, 15h18, voilà pour Landa, avec 8 Hermos. Il y aura également du Henrik Mas à 15h22, ça sera intéressant à suivre. Daniel Felipe Martinez, 15h26. On aura également David Gaudu, lui ça sera à 15h31. Ensuite il y aura Jenley qui normalement devrait perdre du temps. On a Thorsten Train à 15h35. Michael Berg à 15h37, ça c'est bien aussi. Ciccone 15h39. Oscar Only 15h40 avec Adam Yates. Chavez à 15h42. Ben O'Connor 15h43. On aura Guillaume Martin à 15h47 qui est plutôt bien placé au classement. Avec Champoussin et Egan Bernal à 15h49. Tobias Allan Johannessen. J'avais confondu les deux frères, hein, quand j'avais parlé de Johannessen, j'avais confondu Anders Allan qui est plutôt le sprinter et Tobias Allan. J'avais confondu les deux frères. Qui fait pour l'instant un bon début de Dauphiné, même si on ne parle pas trop de lui, qui partira donc à 15h52. Et puis on aura ensuite Van Gils à 15h56, Carapace 15h58, Alaphilippe 15h59 et Vingegaard, j'ai raté Vingegaard. À quelle heure part Jonas Vingegaard? Il part tôt, je crois, Vingegaard. Que je le retrouve, Vingegaard. Jonas, Mauri Mansovenant, il part tard. J'ai dû le rater, Vingegaard. Où est-il, Jonas? Ah, Vingegaard, il part à 15h45. Voilà, juste après Robert Stannard. Donc, ça sera intéressant de suivre tous ces coureurs au niveau du contre-la-montre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, pour le débrief de ce contre-la-montre. Et puis la présentation de l'étape numéro 5. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.